On va donc du coup parler un peu de cette question du vivant. On va partir large hein, sur la question de ce qu'on appelle la sixième extinction de masse. Après, je vais passer par la définition du design, parce que repenser le design, c'est aussi questionner et voir sa définition. Et ensuite, on va rapidement passer sur les 5 axes de recherche qui me semblent, enfin, qui sont structurants aujourd'hui pour le collectif et dans les travaux qu'on mène dans le collectif. Et enfin, je vais vous présenter rapidement quelques exemples pour enfin conclure sur un repositionnement de la discipline ou du moins son élargissement. Ok, ça va pour tout le monde? En ligne aussi? Personne qui... Bon, alors c'est parti. Où habitons-nous? On habite ce que Bruno Latour appelle la zone critique. En fait, la zone critique, Bruno Latour nous dit, c'est un vernis sur la planète Terre. Alors, je me suis amusé à regarder là où on creusait le plus profond sur Terre, qui est environ c'est dans une mine en Amérique du Sud, pardon, en Afrique du Sud, une mine d'or, là où on creuse presque à 4 kilomètres sous la croûte terrestre. Et puis j'ai regardé, je n'ai pas regardé là où on marchait le plus haut, mais j'ai regardé là où on habitait le plus haut, qui est un village au Pérou qui a 3600 mètres. Si on regarde cette épaisseur d'environ 8 kilomètres et qu'on le ramène à une déconnexion, on continue. Ok, on continue. Et qu'on le ramène au rayon de la Terre, ça nous fait, imaginez que vous tenez une orange dans la main qui fait environ 10 centimètres, ça vous fait 0,02 centimètres, soit 0,2 millimètres. C'est ça qu'on habite. C'est ça qu'on habite et c'est ça qu'on partage avec les autres êtres vivants, sachant que là où nous on habite, en plus on habite sur les continents, on n'habite pas l'océan, et vous savez qu'on est sur une planète bleue, et donc vous pouvez enlever encore tous les océans et les mers que l'on n'habite pas. Et donc, c'est ce qui reste que l'on partage avec les autres êtres vivants. Et en fait, c'est là-dedans que se joue l'anthropocène, et c'est là-dedans qu'il nous faut repenser notre manière d'habiter. On vous parle beaucoup de réchauffement climatique et on vous parle très peu d'un autre événement aussi important, voire plus, pour en tout cas avec tous les écologues naturalistes avec qui je discute et que l'on rencontre, qu'on appelle la sixième extinction de masse des espèces. Euh, et bien sûr, les deux sont emmêlés, enchevêtrés. On ne peut pas dissocier le climat de la disparition de la biodiversité et inversement. Euh, on pourrait, en plus, là, c'est une des rares cartographies de designer, d'un graphiste que j'ai trouvé qui cherche à tisser les liens entre climat et biodiversité, mais vous savez qu'on a 9 limites planétaires et que ces liens-là devraient être ce type de représentation graphique devrait être peut-être, enfin très probablement élargi à ces 9 limites planétaires pour voir les liens, les enchevêtrements qui se jouent entre toutes ces limites planétaires. Alors, j'ai deux petites questions. La première, c'est, à votre avis, c'est quoi la taille standard des espèces sur Terre? Quand je dis standard, c'est pas la moyenne. La moyenne, c'est on prend la plus haute, la plus petite, on fait la moyenne. La standard, c'est la taille la plus courante. La standard pour les humains en vêtements, c'est M. Donc, quelle est la taille standard des espèces sur Terre? On va enlever les micro-organismes, hein, on enlève les microbes, les virus, tout ça. On garde les insectes et tous les mammifères et les invertébrés aussi, hein, mollusques, poulpes et ainsi de suite. À votre avis, alors pour faire le sondage, qui dit plus de 10 mètres? Personne. Qui dit plus d'un mètre? On en a une bonne dizaine dans la classe. Okay. Qui dit entre 5 et 10 mètres? Pardon, j'ai dit, oui, pardon. Non, pardon, plus d'un mètre. Qui dit entre 50 et 1 mètre, pardon. Ok, il y en a à peu près un peu moins.
Euh, qui dit entre 1 centimètre et 50 centimètres. Là, on aurait la plupart de la salle. Et qui dit moins d'un centimètre. Ok, une minorité. Donc la minorité, vous avez raison. La taille standard sur Terre, c'est la taille d'une coccinelle ou d'une fourmi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est des géants. Et ça veut dire que quand on construit des routes, des immeubles, des parkings pour nous, on le construit pour des gérants par rapport au nôtre. Moi, je me suis amusé, pareil, dans les calculs comme ça, à faire le ratio en me disant, mais tiens, si nous, on avait la taille, enfin, on avait l'équivalent de la coccinelle et qu'il y avait des extraterrestres qui arrivaient sur Terre et qui se mettaient, voilà, qui se mettaient à artificialiser le monde et tout ça. Mais quelle taille auraient ces extraterrestres? 350 mètres. Vous prenez la tour Eiffel, vous rajoutez 50 mètres. Et après, vous rajoutez les parkings, les immeubles, hein, les immeubles de 20 étages, les villes, hein, voilà, qui artificialisent le monde. Ça vous donne une idée un peu de l'impact qu'on a sur les espèces. Ce que dit Bruno David, qui est le directeur du Muséum d'histoire naturelle dans un livre qui s'appelle À l'aube de la sixième extinction, nous explique que si on prend, aujourd'hui on va prendre que les mammifères, si on regarde le taux d'extinction de ces 200 dernières années et que on l'extrapole sur 1 million d'années, qui sont les phases des dernières grandes extinctions, euh, on est à un taux d'extinction de 8000%. Les espèces en général, on est à 1000%, enfin les calculs donnent 1000%. Ce qui dit, c'est que si on aurait une marge d'erreur de 10%, ça veut dire qu'on est toujours à 100%, hein, d'une phase d'extinction de masse. Et pour lui, avoir une marge d'erreur de 100, hein, qui ramènerait en fait à environ 80% d'une extinction d'espèces, qui est impossible hein, pour lui dans les calculs. On est toujours dans une phase d'extinction massive. Et donc le problème, c'est ça, il nous dit, la bonne nouvelle, c'est que l'on en est loin, c'est qu'on est au début d'une phase d'extinction, sous réserve qu'un effet de seuil ne nous fasse pas sortir de la route. La mauvaise, c'est qu'elle va beaucoup trop vite. On est au 8000, 1000 à 8000%, ce qu'elle va beaucoup trop vite. Une autre bonne nouvelle, c'est que nous le savons et que, comme la catastrophe n'est pas là, nous pouvons corriger le tir. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il nous faut agir sans perdre un instant et que nous ne semblons pas y être déterminés. Autre question. On a parlé du coup de la sixième extinction de masse. À votre avis, combien il reste d'animaux sauvages sur Terre? On prend en pourcentage les animaux sauvages. Qui dit que 50% de la planète est habitée par des animaux sauvages? 50%, plus de 50%, non. Qui dit que c'est environ 30%? On a 3, 4, 5, 6, 7 mains levées. Qui dit que c'est 10, 20%? Une moyenne de 15. Là, on commence à avoir une majorité de la salle. Et qui dit que c'est entre 5 et 10%? Ok, un quart. Qui dit que c'est en dessous de 5% d'espèces sauvages? On a deux là, trois. Ok. Pareil, les derniers ont gagné. Il reste 4% de mammifères sauvages sur Terre, de vertébrés. 60% pour nos espèces domestiques, donc c'est essentiellement vaches, cochons, 36% d'humains. Il y a plus de poulets sur Terre que tous les oiseaux réunis. Hein, vous prenez donc tous les oiseaux, les hérons, les corbeaux, les moineaux, les pigeons et ainsi de suite, tous les animaux plus ou moins sauvages, ils sont dans les 30%. Le reste, c'est des poulets. Qu'est-ce que ça veut dire ces deux chiffres-là? Ça veut dire qu'on a transformé le monde en notre supermarché. Hein, ce que vous voyez là, hein, vaches, cochons et poulets, c'est ce que vous trouvez au supermarché.
L'IPBES, on dit que souvent que c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Euh, et Robert Watson nous dit que la dégradation de la Terre, l'érosion de la biodiversité dont on vient de parler, le changement climatique sont trois aspects d'un problème majeur, l'impact dangereusement croissante de nos modes de vie sur la santé de la nature et des écosystèmes. Qui s'occupe des modes de vie? On est en grande partie responsable, nous designers. Nous designons les modes de vie, nous designons les usages, nous designons les pratiques, nous designons les mobilités. Donc, il y a une responsabilité majeure, il me semble, dans cette question de comment habiter la Terre dans nos pratiques, parce que c'est nous qui proposons aux gens des usages et des modes de vie. Alors, je vais pas m'étaler sur l'anthropocène. Je vais, par contre, dans les recherches que j'ai menées, je me suis dit, bah tiens, quand ça pourrait commencer pour nous designers là, cette question entre le vivant et la nature. Et puis, en fouillant un peu, en fait, je me suis rendu compte que au moment là où la perspective apparaît, hein, vous voyez ces tableaux qu'on appelle la cité idéale, quand on dessine nos villes, hein, et du coup, avec la ville sont liés les modes de vie, où est la nature? Elle est là dans les points de fuite à l'horizon, où elle est arraisonnée, ordonnée, organisée dans la ville. Donc peut-être que pour nous, et on va en parler à la fin des axes de recherche, hein, vous voyez, enfin, projeter le monde, dessiner en perspective, c'est projeter nos imaginaires. Et donc vous voyez comment les vivants habitent nos imaginaires au travers de ces premières images de projection de la ville. Vous voyez que déjà, ça a disparu et on y reviendra. L'autre chose dont j'aurais pas trop le temps de vous parler, c'est que non seulement il y a tout un tas d'impacts que vous trouverez dans la littérature scientifique, euh, euh, pardon, changement d'usage des sols, l'alimentation, les pesticides, le réchauffement climatique en question, les espèces invasives et j'en passe. Mais il y a une autre forme qui concerne nos questions de design, qui est que en fait on agit comme une force d'évolution darwinienne. En dessinant nos villes, en dessinant le monde, les espèces s'adaptent en fait génétiquement et culturellement euh, à euh, à notre urbanisation et à notre mode de vie. Alors c'est quoi? C'est des lézards dont les pattes, la structure des pattes vont s'adapter au béton ou pour grimper sur des surfaces en verre, donc à des surfaces lises. C'est des escargots dont la coquille va changer de couleur. C'est par exemple quelque chose qui concerne directement des designers. En Angleterre, il y a eu une étude là où on a designé, enfin là où ils ont observé que les becs de mésanges rallongeaient. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça correspond au moment là où les premiers, vous savez, les mangeoires à oiseaux, là où il y a des tubes et puis il y a des petits trous, des petites grilles. Et ben, donc ça, c'est du design, c'est du design produit d'objets classiques. Hein, on a designé des objets. Et en fait, ça fait rallonger le bec des mésanges. Comprenez le processus. Plus j'ai le bec long, plus je vais pouvoir passer à travers le trou et donc choper les petites graines de tournesol. Et donc, designer un objet, c'est rallonger, enfin, designer ces objets, c'est rallonger le bec des mésanges. Et alors, des exemples comme ça, j'en ai plein. Hein. J'ai écrit un bouquin de cet été et il y en aura plein dedans. Mais peindre un mur en blanc, c'est sélectionner les papillons blancs, puisque les papillons noirs vont être plus être vus par leurs prédateurs, ou bruns, ou marron, ou bleu, ce que vous voulez, vont plus être repérés par les prédateurs. Et donc, ça va sélectionner des papillons blancs. Et en fait, ça pose plein de questions, cette question de l'adaptabilité des espèces à notre manière de dessiner le monde. Euh, bref, je passe. L'autre manière, je pourrais m'étaler longtemps, on n'a pas beaucoup de temps. Euh, L'autre manière de voir ces relations entre société et biodiversité, c'est de parler des services écosystémiques. Il faut savoir que le plancher qui assure l'équilibre, on va le voir juste après, l'équilibre des sociétés, est garanti par l'équilibre des écosystèmes, des services d'approvisionnement, de régulation. Où partez-vous en vacances? À la montagne, à la mer? Qui vous fournit ça? Les écosystèmes. Et en fait, ça est le garant du constituant du bien-être en termes de sécurité, d'éléments essentiels à une vie satisfaisante, d'une santé, de bonnes relations sociales et de liberté, de choix et d'action pour chacun d'entre vous.
Anne-Caroline Prévost et Cynthia Fleury nous ont alerté en 2011 dans cet ouvrage. Il y a urgence, car si les sociétés humaines ont besoin que la biodiversité fonctionne bien pour garantir leur survie, leur bien-être et leur cadre de vie, elles ont oublié qu'elles en faisaient partie. Vous irez revoir vos cours, alors sûrement du lycée autour du contrat social de Rousseau. Mais ce qu'elles expliquent, c'est que ce contrat social de Rousseau, il est enraciné, enchevêtré dans l'équilibre de la biodiversité. Et donc, l'impensé, la relation à la biodiversité est aujourd'hui l'impensé du contrat social de Rousseau. Michel Serres nous le dit d'une autre manière, il dit nous dépendons de choses qui dépendent de nous. Nous dépendons du climat, climat qui dépend de nous. Nous dépendons de la pollution de l'air qui dépend de nous. Nous dépendons de la biodiversité, biodiversité qui dépend de nous. Et donc là, vous voyez un premier élargissement qu'il nous faut faire dans la pratique du design, à savoir, au minimum, même si on se désanthropocentre pas, comme on va le voir après, au minimum, intégrer les interdépendances entre humains et non humains dans la pratique des designers. Baptiste Morisot redéfinit tout ce que je vous ai dit de cette manière-là. C'est notre manière d'habiter qui est en crise, et notamment par son aveuglement constitutif au fait qu'habiter, c'est toujours cohabiter parmi d'autres formes de vie. Parce que l'habitat d'un vivant n'est que le tissage des autres vivants. La crise de notre manière d'habiter revient à refuser aux autres le statut d'habitant. On va maintenant parler un peu des définitions du design, et il y a des choses assez drôles. La première chose, je crois qu'il y a quelques non-designers ici. Pour le définir simplement, c'est que le design, c'est le dessin du dessin. Hein. Dès que vous projetez un projet et que vous en faites le dessin de SEIN, vous faites du design. Hein. Vous voulez refaire votre aménagement d'intérieur, racheter un canapé, revoir l'aménagement de votre salon, vous faites du design. Donc, d'une certaine manière, tout le monde est designer, mais ce que j'aime bien dire, c'est que c'est comme la cuisine. Tout le monde fait la cuisine, mais tout le monde n'a pas un restaurant. Et chaque restaurant a aussi ses recettes et ses plats. Willem Flusser définit le design comme ça. C'est à la fois un substantif et un verbe. Hein, on est dans son terme anglo-saxon. En tant que substantif, il signifie projet, plan, dessin de SEIN, intention, objectif, mais c'est aussi une mauvaise intention. Hein, c'est aussi conspirer. C'est lié à l'idée de ruse et de perfidie. En tant que verbe, c'est manigancer, simuler, ébaucher, esquisser, donner forme, procéder de façon stratégique. C'est lié à l'idée de signe aussi. Alors pourquoi c'est manigancer, simuler, ébaucher, c'est lié à l'idée de ruse et de perfidie. Pourquoi c'est une mauvaise intention? Parce que quand je design les allées de circulation dans lesquelles vous allez passer, je design là où vous n'allez pas passer aussi. Vous êtes tous arrivés sur des sites internet là où vous savez plus comment fermer la fenêtre. Vous croyez que c'est du mauvais design ou qu'on vous efface tranquillement la petite croix là où il y a des designers repentis qui sortent de chez Google et de chez Amazon qui ont dit qu'ils avaient fait du mauvais travail et qu'ils avaient manipulé les gens et ainsi de suite. Donc, designer, c'est toujours aussi conspirer et procéder de façon stratégique. Et en fait, Flusser, dans cette relation hein, que je vais chercher avec les autres vivants, il nous dit que quand on a inventé le levier, donc il fait naître le design avec les origines de l'humanité, le jour là où on invente un levier, on fait du design. Et en fait, ce levier, il consiste à quoi? Il consiste à ruser contre les lois de la nature. C'est pour s'arracher à la nature que l'on fait du design. Il le résume comme ça, tel le design, le dessin des deux SEIN, fondateurs de toute culture, de toute civilisation, tromper la nature au moyen de la technique, surpasser le naturel par l'artificiel et construire des machines d'où tombe un dieu qui n'est autre que nous-mêmes. Le design, le dessin des deux SEIN, que recèle toute culture, c'est de faire de nous, mammifères soumis à des déterminismes naturels, de libres artistes. Vous voyez là où ça nous a amené aujourd'hui. Une autre manière de revoir, enfin dans les définitions que j'ai cherchées comme ça, dans ces liens entre design et nature, c'est Victor Papanek qui nous dit que l'objectif final du design, c'est de transformer l'environnement et par extension l'homme lui-même.
pour fonder un design humaniste et soucieux des véritables besoins de l'humanité. Donc, on retrouve ce geste, le même geste que Flusser, agir sur l'environnement, sur ce qui nous entoure, pour ensuite transformer les hommes, leur culture, et ainsi de suite. Mais alors Papanek pour ceux qui le connaissent pas, c'est vraiment l'inventeur, enfin le premier qui a révélé les questions d'éco-design, d'innovation sociale aussi dans le design. Donc il y a une vraie dimension humaniste dans le travail de Papanek. Pour autant, on reste aveugle. Il y a toujours cette tâche aveugle sur nos interdépendances avec l'environnement et comment le design peut faire aussi pour des non-humains. Dans Design et vivant, Nicole Pigné, qui est une sémiologue, nous rappelle qu'une entreprise peut tout à fait construire un ethos écologique exprimant un soin accordé au vivant, alors qu'elle peut être animée par une visée éthique indifférente au vivant ou à rebours du vivant. Vous avez tous entendu parler des tomates bio poussées sous serre, hors sol. Je manifeste un ethos, un comportement écologique. Autant mon éthique accordée au vivant est nulle. Et donc c'est là qu'on commence à rentrer dans notre sujet. On va construire ensemble un tractopelle ou un bulldozer et on va faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Il va être éco-conçu, mais on va dire entièrement biodégradable. Tous les matériaux peuvent être jetés au sol, entièrement biodégradables. Il va marcher au panneau solaire. Il va être bio-inspiré. On va se bio-inspirer des pattes de lézard pour ses roues, et puis je sais pas quoi, des dents de requin pour son godet, de la trompe d'éléphant pour ses différents systèmes de mécanique. Et puis on va le faire local, en économie circulaire et commerce équitable. Tout le monde va être bien payé et ainsi de suite. Et avec ça, je peux continuer à artificialiser le monde. Je peux continuer à détruire les forêts. Il nous faut faire la différence entre la fin et les moyens. Aujourd'hui, on n'agit que sur les moyens. La question, c'est comment on veut habiter avec les autres êtres vivants qui font l'habitabilité du monde. On va y revenir. Et après, la réponse est peut-être éco-conception, biomimétique, mais peut-être que c'est un bon vieux mur en béton armé qui dure 250 ans. On verra la réponse ensuite. Et donc voilà, on peut faire un design et vous pouvez mettre éco-conception ou biomimétique à la place de design ici, ça fonctionne aussi. On peut faire un design contre le vivant, sans le vivant, indifférent au vivant, ce qu'on fait jusqu'à maintenant, utilisant le vivant, respectant le vivant, avec et pour le vivant. Et c'est là-dessus que l'on travaille dans mon collectif. Pour avoir une boussole, je vous propose une définition de Aldo Leopold. Une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à autre chose. Il nous faut donc maintenant repenser cette discipline des designers. Une dernière définition, c'est celle de Alain Findelli, que vous connaissez sûrement. La fin ou le but du design est d'améliorer, au moins de maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Or, avec les services écosystémiques, et je n'ai pas eu trop le temps de vous le présenter avant, mais ce qui fait l'habitabilité du monde, c'est en grande partie les autres êtres vivants. Pour rappel, nous aujourd'hui, on l'a détruit. L'Anthropocène en est voilà le manifeste. Qui fait l'habitabilité du monde? Les végétaux assurent l'habitabilité du monde en faisant la photosynthèse, la capture de carbone. Les pollinisateurs assurent l'habitabilité du monde, et la plupart de ce que vous mangez dépend des pollinisateurs. Les vers de terre et la faune des sols assurent l'habitabilité du monde en faisant des terres fertiles. Et puis, je pourrais continuer comme ça. Les forêts alluviales, les forêts primaires, et ainsi de suite, font l'habitabilité du monde. Il faut donc penser un design qui, dans sa participation avec les autres êtres vivants à faire de l'habitabilité, inclut les interdépendances et les vivants non humains. Ça, c'est ce que j'ai appris à l'école, et peut-être qu'on vous a appris à vous aussi, et je vais donner des cours en école d'ingénieurs, et c'est ce qu'ils apprennent aussi. C'est ce qu'on appelle un écosystème socio-technique. Je suis centré utilisateur. Et puis, il y a des enjeux sociaux autour, qui peuvent être politiques, professionnels, commerciaux. Et puis, il y a ce qu'on appelle la technosphère,
un environnement technique où j'aime bien le terme de Alain Damasio qui parle de technococon. Vous êtes confortablement là, assis dans des petites estrades, des petits coussins. Moi aussi, ma chaise est super confortable, j'ai un petit micro, tout ça. Et tout ça, c'est un environnement technique hyper confortable qu'on s'est construit, en fait. Et donc, c'est ça, en fait, la cosmologie des designers. Hein. Et on s'arrête là. Donc, après tout ce qu'on s'est dit, vous comprenez qu'il nous faut élargir, et là-dessus, on peut s'approcher de la philosophie du landéthique, qui propose d'élargir les frontières de la communauté de manière à inclure les sols, les eaux, les plantes, les animaux, ou collectivement la Terre. Donc, il nous faut inventer un design qui a une approche inséparée du vivant, c'est-à-dire sensible aux interdépendances et au tissage avec la communauté biotique dont parle Aldo Léopold. Et donc, je peux rajouter un premier cercle à ma cosmologie. Et enfin, un cercle plus large. J'aurai pas le temps d'en développer ici le concept, mais je vous renvoie vers ce que Bruno Latour appelle les actants, à savoir des choses qui sont non humaines, non vivantes, et pourtant qui agissent. Un dodan est non humain, non vivant, et il vous pousse à ralentir. Il a une agentivité sur vous. La pollution de l'air, le coronavirus et tout un tas de choses dans la biosphère agissent sur les organisations humaines, le climat, par exemple. Le collectif et mes recherches ont mené à ces 5 axes de recherche. On est centré humain et on inclut, déjà, on élargit le cercle de la communauté biotique et des interdépendances. Ensuite, on se désanthropocentre. Et qu'est-ce que ça voudrait dire de designer pour des non-humains? Enfin, on pourrait penser en termes de relations. Je surveille l'heure. Ouh là là. Puis, le design a une forte capacité à faire de la médiation, en fait, et à être un processus de traduction. Et enfin, une question sur les imaginaires. Je vais passer un peu vite pour juste. Donc, le premier, on est centré humain et on inclut les non-humains. Et donc, ça veut dire que les non-humains sont au service des humains. Je vous renvoie vers la biophilie. Les travaux de Robert Ulrich sur les Healthy Gardens. Là, les autres espèces vivantes nous font du bien, ce qu'on appelle le design biophile. Pareil, vous trouvez des travaux là-dessus. Les avantages du design biophile, réduction de l'absentéisme des employés, amélioration de la santé, meilleure morale et sentiment de bien-être, meilleure productivité, augmentation de la créativité. Vous voulez être créatif? Mettez des plantes autour de vous. Meilleur engagement des employés, réduction du stress, baisse de la fatigue mentale et j'en passe. L'autre manière d'inclure les autres vivants, c'est de s'appuyer sur les services écosystémiques pour les constituants du bien-être des sociétés humaines. Donc, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Et donc, là aussi, comment les designers peuvent se saisir de solutions qui viendraient embarquer dans le processus de solutionnisme des vivants non humains. Deuxième axe de recherche, et si on se centrait sur d'autres espèces? Il y a très très peu de choses là-dessus en design. Je vous renvoie vers le Reef Design Lab, par exemple, c'est des architectes et designers en Australie qui designent des structures pour faire de l'habitabilité pour des barrières de corail. Ça se fait pas mal sous la mer. On appelle ça des récifs de corail, des récifs artificiels. Voilà, une designer en Angleterre au Royal College Amy Ames, qui a designé des petites mangeoires pour mésanges dans l'espace urbain. Ou encore, à chaque fois qu'on a fait des nichoirs à insectes ou nichoirs à oiseaux, on fait de l'habitabilité pour d'autres espèces. On est un peu dans le processus de contre-don vers la nature et ça s'arrête là. La finalité sont les non-humains. Petit conseil, toujours donner le gîte et le couvert. Si je vous invite à la maison et que je vous donne pas à manger, si je vous invite à dormir et que je vous donne pas à manger, vous n'allez pas rester longtemps. Et l'inverse est aussi vrai. Troisième axe de recherche, on pourrait penser en termes de relations. On design vos relations à la SNCF, à la Poste, avec les assureurs aujourd'hui. On embauche beaucoup d'UX designers pour penser votre relation avec votre assurance. Et si on pensait en termes de relations, ce qu'on appelle en biologie les relations interspécifiques,
Alors, il y a des relations qui vont être plus ou moins néfastes, bonnes pour l'un, néfastes pour l'autre, mais il y a des relations qui sont aussi bonnes pour les deux. Des relations neutres, donc c'est le commensalisme, par exemple, hein, qui est le pique-bœuf, euh, le mutualisme, c'est le poisson rouge et l'anémone. L'anémone protège le poisson clown nourrit l'anémone. Donc, on peut avoir des relations soin-soin, nourriture-nourriture, mais on peut avoir des relations soin-nourriture, protection-soin. Hein. On peut penser tout un tas de relations qui sont bénéfiques comme ça entre les êtres, ou plus largement ce que vous connaissez, la symbiose entre les êtres. Et en fait, ce type de relation, on en a connu au moment là où le design apparaît, au moment de la révolution industrielle. Faut savoir qu'il n'y a jamais eu autant d'animaux autour de nous au moment de la révolution industrielle, et notamment tout ce qui était à Paris, il y avait 6000 vaches et les chevaux produisaient des tonnes de fumier qui allaient alimenter une ceinture maraîchère à la périphérie de la ville. Et donc vous imaginez bien tout le processus de collecte, de stockage, pour délivrer ce fumier aux maraîchers et maraîchage qui revenait à l'intérieur de la ville. Hein. Il y avait bien le design d'une organisation entre des humains, des non-humains et des maraîchages et un maraîchage et un principe alimentaire. Le compost, c'est quoi? Moi, j'ai un compost d'appartement, pas de relation à des vers de terre et pas de relation mutualiste. Je donne mes déchets euh, aux vers de terre et en échange, les vers de terre me donnent une terre fertile. Je leur donne de l'habitat, je leur donne voilà, un certain confort, on va dire, si vous voulez, ou voilà, un habitat en tout cas, et en échange, ils me rétribuent quelque chose. Et donc, vous comprenez que il y a bien une relation mutualiste qui s'installe entre moi et mes vers de terre, qui ne pourrait exister sans l'objet compost d'appartement. Hein. Le compost structure l'objet que structure une relation entre différents êtres vivants. Et donc, c'est de penser dans ce sens-là. Un écoduc, c'est quoi? Un écoduc, j'ai des perspectives de mobilité humaine, j'ai des perspectives de mobilité non humaine, ce que vous avez en bas à gauche. Hop. Et l'organisation, le design de cet espace-là contient des perspectives de deux espèces, en fait, des perspectives de mobilité de deux espèces. Je ne pourrais pas développer plus, mais voilà, pareil. Alors là, rien n'existe. Hein, c'est moi qui crée cette catégorie et ce champ de recherche. Mais vous comprenez bien que on n'est pas spécialement centré sur l'un ou sur l'autre, mais on pense à partir des relations entre les êtres comme finalité, en fait. Quatrième axe de recherche. Donc là, on attaque les deux derniers champs qui sont les champs transversaux. C'est que le design a une forte capacité à rendre visible l'invisible. Si vous avez une fuite d'eau à la maison, ça fait plic-ploc, vous pouvez la toucher, la sentir. Si vous avez une fuite de gaz, on l'a teintée d'une odeur parce que sinon c'était inaccessible à vos sens. Quand on avait une fuite d'énergie, on le savait pas. Et là, vous avez des objets de designer qui traduisent une consommation énergétique pour que ça soit accessible à votre sens. La data visualisation, le design d'information, c'est ça. Hein. Là, vous avez sûrement vu ces graphiques, enfin ces designs graphiques autour du climat. Les bandes vertes et du vert au gris, là, en passant par le jaune, c'est sur la biodiversité. On vous traduit des informations qui sont au départ inaccessibles à vos sens. Et la montagne bleue ici, c'est donc ce que vous voyez en bas, c'est la ville de New York et c'est la consommation en bouteilles de plastique de la ville de New York, annuelle. Donc, on vous traduit, pareil, une information qui est inaccessible à vos sens. La scénographie, ce n'est que ça. C'est quand vous allez au muséum d'histoire naturelle, on vous traduit des mondes des autres vivants pour que ça soit compréhensible et accessible, intelligible et accessible à vos sens. Ce sont des pratiques de designer, tout ce qui est scénographie et design d'information. Là, vous avez, donc ça c'est à Confluence à Lyon, on vous traduit le concept de l'évolution darwinienne dans une forme. Ces savoir-faire, ils sont dans des niches. Le musée, pour moi, c'est une niche. Comment on sort ça des magazines, de DataVis ou de quelques expérimentations pour le rendre dans votre quotidien accessible? Comment les designers peuvent sortir ces savoir-faire-là et que au quotidien, je me rende compte de ces choses invisibles des autres êtres vivants, leurs conditions de vie, leur manière d'habiter, leur disparition dont on a parlé,
Hein, il y a eu 80% des insectes ont disparu en Europe, 800 millions d'oiseaux, hein, pareil, qui ont disparu, c'est 20 millions d'oiseaux par an, sans que ça soit jamais accessible à nos sens. Comment on le traduit dans notre quotidien? Et donc, c'est de mettre le design tout contre le vivant pour parler dans les mondes humains. Nous, designers, nous savons parler aux mondes humains. Alors, mettons-le, on peut le mettre au service du vivant. Je passe très vite sur les bioindicateurs. Hein. Si vous voyez du lichen, ça parle. Le lichen vous dit, ici, l'air n'est pas pollué. Et donc, on pourrait s'appuyer sur les bioindicateurs pour faire communiquer les écosystèmes. Pareil, je vais pas avoir le temps, sinon. Et donc, il y a. Alors c'est des objets très gadgets hein, qui sont aujourd'hui, mais c'est ce processus qui existe aujourd'hui, mais c'est ce processus de traduction en fait que je trouve qui est intéressant, dont il témoigne. Par exemple, c'est des détecteurs d'humidité de sol. On le plante et on a la plante qui dit si elle a soif ou pas. Bon, c'est un peu gadget et pour autant, on a bien ce processus de traduction dont je vous parle. On y reviendra aux questions si vous voulez avoir plus d'exemples. Le dernier axe de recherche et qui nous concerne tous directement ici, designers, c'est ce qu'on appelle l'extinction d'expériences de nature. Donc, shifting baseline, pareil, on le garde pour les questions, si vous voulez. Amnésie environnementale, on ne transmet pas d'une génération à l'autre l'état de l'écosystème qu'on a eu. Baptiste Morisot parle de crise de la sensibilité. La disparition des autres êtres vivants dans nos imaginaires, on va en parler. Et aussi, il y a un remplacement des affects. Hein. J'ai beaucoup, moi, d'affects pour ce truc-là. Je touche tous les jours, je le regarde régulièrement. À chaque fois que je quitte le train, j'ai peur de l'avoir perdu et ainsi de suite. Mais ces affects, avant que ces objets existent, ils étaient où? Ils étaient sur d'autres êtres vivants, pour d'autres êtres vivants. Et donc, il y a un remplacement de nos affects pareil, je pourrais pas développer, mais il y a plusieurs publications dessus. Si je vous dis combien de feuilles d'arbres connaissez-vous et combien de logos, de feuilles d'arbres de votre région connaissez-vous et combien de logos connaissez-vous? Si je vous dis combien de sonneries de portable connaissez-vous et combien de chants d'oiseaux connaissez-vous? Vous voyez comment ça a disparu. Ils ont posé la question à 100 enfants hein, aux États-Unis et 100 enfants, les 100 tous ensemble connaissent plus de 1000 logos et tous ensemble connaissent moins de 4 feuilles d'arbres de leur région. Des enfants entre 4 et 10 ans. Ça vous donne une idée. L'autre chose, et c'est là où on en vient à nous designers, c'est une publication au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ils ont regardé dans les films de Walt Disney et Pixar la présence de nature, le temps de présence de nature et le nombre d'espèces représentées de Blanche-Neige à réponse donc 1937-2010. Et donc on observe une diminution du temps de nature et une diminution du nombre d'espèces représentées. Hein. 22 dans Blanche-Neige, 26 dans Pinocchio, et les Indestructibles, une, Ratatouille, très peu de temps de nature, une espèce représentée, le rat, un arbre dans la cour, Toy Story, zéro. Et en fait, ce que disent, alors je pourrais, pareil, hein, j'aurais plein de publications à vous donner sur les livres pour enfants et la manière dont le vivant est représenté dans les livres pour enfants, avec au moment des années 80 un remplacement en fait des histoires du loup et de l'ours par l'histoire du camion de pompier, l'histoire du policier et du veau-voleur, l'histoire de nos modes de vie urbains en fait. Et en fait, ce que disent ces publications, elles disent oui, ça disparaît dans ceux à qui on communique, les autres êtres vivants, les mondes des autres êtres vivants, mais en fait, pourquoi ça a disparu? Parce que, en fait, ça a déjà disparu dans l'imaginaire des créatifs. De nous, designers, illustrateurs, graphistes, modeleurs 3D et ainsi de suite. En fait, ils n'habitent déjà plus nos imaginaires et donc, on ne les représente plus. Ou on les représente mal, ou c'est très biaisé et ainsi de suite. Et donc, vous comprenez mieux pourquoi j'ai créé le collectif quand je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, il y a une urgence à repeupler nos imaginaires de la présence des autres êtres vivants et d'une présence assez honnête, enfin de leur monde et ainsi de suite. Et donc, il faut travailler d'une part, là on a deux sous-axes de recherche, là, travailler d'une part sur l'imaginaire des créatifs et d'autre part, effectivement, sur l'imaginaire du grand public. Et là, on est assez équipé aussi designer. Il y a tout ce qui est design spéculatif, design fiction. Dans le collectif, on fait tous les mois à Lyon un atelier de design fiction depuis 5 mois maintenant pour travailler l'imaginaire
du grand public. Sur les représentations, hein, quand vous faites des projets, bah, remettez des oiseaux, des vers de terre, des bactéries dans vos représentations pour que aussi vos représentations soient habitées par d'autres êtres vivants. Il nous faut passer dans cette question d'imaginaire du statut, les autres êtres vivants aussi, du statut d'objet au statut de sujet, du statut de ressource au statut de partenaire. Comment l'eau n'est plus une ressource, mais devient un partenaire. Comment les plantes ne sont plus quelque chose qui peuple le décor et juste pour mon bien-être, mais elle devient un partenaire dans la manière de me projeter dans le monde. Pareil, je pourrais pas trop développer ici. Euh, et tout tant qu'on est sur l'art, je vous renvoie vers ce livre de Guillaume Lauger qui s'appelle Renaissance sauvage, en fait, qui pointe une tendance dans l'art à une réintégration des autres êtres vivants, et notamment il note quelque chose qu'il appelle la perspective symbiotique. Vous voyez cette image à droite là, c'est ce qu'on appelle la perspective conique. La perspective conique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous vous rappelez, hein, invention de la perspective, j'ai un point de vue, hop, je trace des lignes de fuite, et en fait, le dessin se fait à partir d'un point de vue humain. Et en fait, ce qu'il appelle la perspective symbiotique, c'est ça. C'est que aujourd'hui, avec les algorithmes génératifs, hein, les IA, comment se fait le dessin? Il se fait en co-construction, en collaboration avec une entité non humaine. Hein, ça, c'est ce qu'on, il y a dans Rhino, vous savez, hein, et je vais construire le dessin avec une entité non humaine. C'est ce qui se passe aussi là. Je vous renvoie vers une exposition à Beaubourg qu'il y a eu qui s'appelle Fabriquer le vivant. Il y a tout un tas d'artistes, de designers qui commencent à faire des choses avec du blob, avec des algues, avec des machins. Et en fait, le dessin ne se fait plus d'un seul point de vue. Il est co-construit avec une altérité, comme avec l'histoire de l'algorithme. Et donc, c'est ça vers lequel nous, on commence à travailler dans le collectif et mes recherches, c'est-à-dire comment je construis un point de vue, une perspective hybride pour dessiner le monde de demain. Là, vous avez ici vous avez un canal qu'il a fallu renaturer. Et en fait, il n'y avait pas vraiment d'archives sur quel était quels étaient ses méandres avant. Et donc, les paysagistes et ingénieurs ont décidé de poser la question à la rivière, quelle place tu veux prendre? Et voilà la réponse. Vous voyez qu'on peut designer aussi des manières de poser la question et de faire contribuer les non-humains dans la manière de formuler une réponse. J'en viens rapidement aux méthodologies. Du coup, on a construit des méthodologies dans le collectif. Je fais d'ailleurs une formation, par exemple, demain à Lyon là-dessus, qui est de prendre en compte le monde sensoriel d'une espèce, qu'on appelle l'Umwelt, prendre en compte ses cycles et prendre en compte son éthologie. Et donc, on a développé tout un tas de templates, Canva, voilà, processus, là où on fait, là où les gens viennent se poser des questions de tiens, alors ça, c'est l'Umwelt. Tiens, est-ce que mon espèce, elle voit toutes les couleurs? Est-ce qu'elle voit les infrarouges? Quelle est sa sensibilité à l'électricité? Quelle est sa sensibilité à la lumière, au son, et ainsi de suite. De manière à construire ce point de vue hybride. Quels sont ses cycles? Hein, quelles sont ses temporalités? À quel moment elle se reproduit? À quel moment elle sort de la Terre? À quel moment, quels sont ses différents stades larvaires, et ainsi de suite. Ça, c'est des travaux que j'ai fait avec des étudiants en DSA, là où on a formalisé, rendre visible, invisible, comment je vous parle du monde, voilà, du monde sensoriel d'une araignée. Et donc, voilà un des exemples. On a travaillé pour la direction des espaces verts, et là, vous avez un exemple là où on a dessiné pour du lierre. Donc, on a fait cette méthode-là. Quel est le monde sensoriel du lierre? Et on s'est rendu compte que le lierre, avec ses petits crochets, vous savez, pour s'accrocher au crépi, il absorbe aussi l'humidité et la rosée par là. Du coup, on s'est dit, bah, tiens, comment on pourrait faire une structure qui absorbe l'humidité, enfin qui va attirer la rosée. Et donc, on a inventé cette espèce de raquette qu'on a mis ensuite sur des espaces verticaux. Donc, ça vous donne un peu voilà l'idée de ce que ça peut être. Et en fait, le chef de projet au sein de la direction innovation de l'espace vert était super content parce que en
fait, le lierre a besoin de très peu de racines. Ce qui fait que là où il peut pas planter d'arbres, il peut mettre ça. L'idée, en plus, c'est pas de rajouter un nouveau poteau dans l'espace public, mais plutôt de désartificialiser autour d'un éclairage public, d'un panneau ou ainsi de suite, désartificialiser en bas, d'installer ces structures et comme ça pour que le lierre puisse venir se fixer. Et puis il y a des effets de bord. On retrouve les services écosystémiques. Le lierre évapotranspire. Et Lyon est, je crois, la ville la plus soumise aux îlots de chaleur. Et donc, là où il ne peut pas mettre d'arbres, il peut toujours mettre cet espace dans cette structure-là pour, en plus, produire des services écosystémiques. Et il faut savoir que le lierre, c'est pour ça qu'on a choisi, en fait, de travailler sur cette espèce, a beaucoup d'impact sur la biodiversité. Ça fait tout un tas de niches pour tout un tas d'espèces. Les oiseaux peuvent venir nicher. Il fleurit 2 fois par an. Il donne à manger à tout un tas d'insectes en hiver, pollinisateurs notamment. Et donc, on a comme ça tout un tas d'effets de bord. Mais au départ, on n'a pas cherché à décider pour des humains ou à répondre à des enjeux humains. On a juste travaillé à cette perspective symbiotique avec le lierre, essayer de comprendre son monde, essayer de comprendre sa manière d'être au monde, de se structurer dans l'espace voilà. Et à partir de là, en fait, ça nous donne ça. Un autre projet qui a été sur je surveille l'heure, ok. Qui a été sur le bois mort en ville. Donc, je passe vite. Ça, c'est une enquête qu'on a développée sur le bois mort et le cycle du bois mort dans Lyon. Et en fait, on a dessiné à partir du besoin des larves qui vivent dans le bois mort en ville. Et donc là, vous avez ce qu'on appelle du design des organisations, plus plus étroitement du design des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on a pensé une organisation au sein des espaces verts, au service pas d'un usager final, ou alors, enfin, ou d'un non-humain en tout cas, enfin au service d'un non-humain, qui sont les larves qui vivent dans le bois mort et de leurs différents besoins. En gros, il y a des savoir-faire de jardiniers à développer. Il y a des endroits là où, en fait, le bois mort se apparaît, qui sont tous les processus d'élagage. Et en fait, il faut coupler savoir-faire, euh, le type de bois et le lieu où il est stocké. Et avec ça, on peut déplier un service au service des larves. Une autre méthodologie que l'on a sortie en début d'été, qui est de penser l'écosystème comme un sujet, une altérité avec qui je compose. En gros, il y a l'agentivité dont je vous parlais tout à l'heure de Bruno Latour. Hein. Il agit sur les sociétés humaines, mais il réagit aussi à notre activité, à nous d'humains. Et donc, comme ça, je peux construire une altérité avec qui je peux composer un monde. J'en viens à ma conclusion. Anna Tsing, dans Le champignon de la fin du monde, nous dit ceci: les idées auxquelles le progrès s'accroche font tout pour barrer la route à cette compréhension. Parler aux animaux, c'est réservé aux enfants et aux primitifs. Ayant réduit leur voix au silence, nous imaginons que tout va très bien sans eux. Nous les foulons aux pieds pour avancer. Et nous oublions que la survie collective requiert des coordinations interspécifiques. Comprenez bien que, donc maintenant, on en vient à repositionner cette discipline du design. Stéphane Vial, en s'appuyant sur Bernard Stiegler, dit le design est toujours un socio-design. En fait, parce que le design a une dimension d'usage, contrairement à l'art, enfin différemment de l'art, il y a toujours un enjeu social qui est lié au design. Et donc, il cherche à, à œuvrer pour ce que Bernard Stiegler appelle des sculptures sociales. Hein, quand on fait du design des organisations, ou même quand j'invente un objet type une poubelle de recyclage, une poubelle de tri, la poubelle de tri implique une restructuration sociale en amont et en aval de l'objet, vous comprenez bien. Et donc le design produit toujours une nouvelle forme, une nouvelle organisation sociale. C'est ce que Bernard Stiegler appelle des sculptures sociales. Et donc, en intégrant nos interdépendances aux autres êtres vivants, et donc leur perspective de vie, leur manière d'habiter à nos côtés, le design devient alors un socio-bio-design, œuvrant pour des sculptures biosociales. Mais ça ne s'arrête pas là. Les autres êtres vivants
ils sont pas aussi dociles que nos machines et nos dispositifs techniques. Ils s'échappent, ils désobéissent, euh, ils peuvent résister à ce qu'on leur demande de faire. Et puis, si je reviens à Natsing, comprenez bien que, effectivement, pour survivre collectivement, pour résister aux îlots de chaleur, il va falloir qu'on végétalise les villes. Ça, vous en entendez largement parler. Mais ce qu'on vous dit moins, c'est qu'en végétalisant les villes, on va avoir plus de moustiques. Et donc, ou pour les zones humides, hein, pour recréer les nappes phréatiques aujourd'hui face aux problèmes d'eau, il va falloir recréer des zones humides. Et là aussi, c'est des moustiques. Mais du coup, bah, ça, c'est des discussions qu'on a eues avec la direction des espaces verts. Il va falloir qu'on collabore avec des chauves-souris. Les chauves-souris, c'est vraiment, ils adorent les moustiques, c'est les plus gros mangeurs de moustiques. Et puis des hirondelles. Mais les chauves-souris et les hirondelles, elles font des fientes. Et donc, puis, bon, c'est pas tout le temps agréable, peut-être, d'avoir des hirondelles, des chauves-souris qui vous passent au-dessus de la tête quand vous êtes en terrasse l'été, et ainsi de suite. Et donc, vous comprenez bien que cette alliance avec les autres êtres vivants va pas être parfait, idyllique, comme ça l'est aujourd'hui avec nos dispositifs techniques. C'est ce que j'ai appelé les coalitions inconfortables. Hein. Designer ces structures biosociales, ces sculptures biosociales, passera nécessairement par des coalitions inconfortables. Et donc, il nous faut penser les coalitions inconfortables que l'on souhaite. Plus largement, Glenn Albrecht propose le concept de symbiocène. Et dans ce symbiocène, il propose l'idée d'une symbiocratie, qui soit une forme de démocratie incluant les humains et les non-humains, sans les écosystèmes, les biomes, les écosystèmes, les biomes, la symbiose entre les espèces, la gouvernance serait un échec. Les humains ont besoin de comprendre comment fonctionne la vie. Et vous comprenez mieux pourquoi j'ai créé Zoépolis, pour travailler tout ce chantier voilà, qui est maintenant ouvert. Merci Nicolas. Du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est de poser des questions. Voilà, si vous en avez, on a un micro qui... Est-ce que certaines personnes souhaitent réagir? Déjà, merci beaucoup, c'était très intéressant. Ma question est la suivante. J'imagine que parfois, il y a des intérêts entre différentes espèces qui s'entrechoquent. Comment vous vous autorisez à faire ces choix-là quand il y en a à faire? Comment vous les faites? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Si je reformule, c'est en fait, il y a dans la nature, en fait, il faut pas moraliser la nature. C'est-à-dire que le lion, il mange la gazelle, et c'est pas bien ou mal, en fait. Faut pas mettre de morale derrière ça. Et donc, en fait, quand tu dis qu'il y a des espèces qui rentrent, enfin, des intérêts d'espèces qui rentrent en contradiction, en fait, il n'y a pas d'arbitrage à faire, puisqu'il ne faut pas y mettre de morale, si tu veux. Par contre, ce qu'il y a à faire, c'est un rééquilibrage. Je te donne un exemple. Il y a eu toute une tendance à réintégrer en ville des ruches d'abeilles, ce qu'on appelle l'abeille miellifère. Il faut savoir qu'en France, il existe 1000 espèces d'abeilles. L'abeille mellifère, c'en est une, et c'est la seule qui fait du miel. Et en fait, en réintégrant des ruches d'abeilles dans les villes, elles sont rentrées en compétition sur la ressource pollen. Et donc, elles ont réduit la quantité de pollen pour les autres pollinisateurs et elles ont fait réduire les autres pollinisateurs. Et donc aujourd'hui, on est en train de retirer les ruches d'abeilles mellifères pour rééquilibrer. Et donc c'est ça, peut-être, tu vois, ce type de compétition, c'est que s'il y a bien quelque chose qu'on sait, et on va dire une tendance dans l'évolution darwinienne, c'est que c'est la diversité. Diversité des espèces, diversité des fonctions, diversité génétique. Diversité génétique, c'est nous ici. On est bien la même espèce. Pourtant, il n'y en a pas deux qui ont le même génome et il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Et donc, voilà, s'il y a des arbitrages à faire, elle est là-dessus. C'est-à-dire une montée en complexité
de l'écosystème et une montée en diversité de l'écosystème. Et tu vois bien comment l'histoire de l'abeille mellifère dont je t'ai parlé a fait diminuer la diversité d'espèces. Et donc, voilà. Donc, c'est plutôt des rééquilibrages. Il ne s'agit pas de commencer à moraliser, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est plutôt, voilà, comment on va augmenter, conserver, maintenir une diversité maximale dans tous les milieux là où on intervient. Bon, plutôt, parfois je sens que ces questionnements d'animaux humains, toujours je les sens comme des luttes qui sont, d'un côté, ça essaye de régler un problème que les mêmes humains produisent, mais je le sens comme s'ils sont deux luttes qui sont pas au même niveau social. C'est-à-dire que, comme ça, c'est pas plutôt un problème de nous-mêmes et notre compréhension de comprendre notre rythme de vie et tout ce qui nous entoure, et aussi de comprendre comment est-ce que l'être humain doit survivre et pour soi-même et avec les autres. Parce que là, comme tu parles tout à l'heure des larves, je comprends qu'on fait des choses pour les larves, là, dans ce cas de ces projets. Mais je trouve que pour avoir une cohabitation plus, comment dire, sensible, il faudra nous-mêmes nous poser la question de comment est-ce que bah, tous les enjeux sociaux peuvent, on doit changer et comment nous, on comprend nous-mêmes à nous-mêmes, je trouve, pour cohabiter mieux avec les autres. Du coup, pourquoi est-ce qu'on produit en masse? C'est parce que et on veut faire, je sais pas, plus de production, pour plus d'argent, etc. Du coup, il y a un problème des modèles. Est-ce que ça c'est plutôt ça c'est l'idéal, une utopie de joindre tous les axes pour changer tout ça. Comment tu trouves que dans tout ce que tu fais, tu vois, les projets avec les villes et tout ça, comment tu pourrais, comment dire, pousser plus à fond parce que je vois c'est des enjeux qui sont urgents, quoi. Ouais. Comment tu vas être poussé pour essayer de moins changer quelque chose? Tu poses la question de l'anthropocène plus largement, en général, parce qu'effectivement, il y a des questions de société, de modèle économique, c'est bien ça. Et en fait, si tu veux, enfin, moi, je trouve, il y a plein de manières de prendre le problème, hein. Aujourd'hui, on vous parle beaucoup des gaz à effet de serre, des émissions de carbone, qui est une manière de rentrer dans le problème. Il y a celle de la biodiversité que je prends. Sur ces questions plutôt sociétales et d'organisation humaine, je te renvoie vers les travaux de Alexandre Monin, Diego Landívar et Emmanuel Bonnet sur la redirection écologique. Moi, je trouve qu'ils vont plus loin que les enjeux de transition, qui posent des questions de renoncement, de ce à quoi on doit renoncer. Pour mon approche à moi, moi, ce que je me suis dit, c'est ce à quoi je peux m'attraquer, en tout cas. Je suis pas écologue, je suis pas philosophe, je suis pas économiste, je suis designer. Et donc, je peux m'attaquer à ma discipline. Et par cette discipline, en fait, la question du vivant, qui est l'enjeu d'habitabilité que j'ai rapidement déplié au début, c'est ce qui me semble la bonne entrée, c'est-à-dire poser la question de comment on veut vivre avec ces autres êtres vivants qui font de l'habitabilité, et en fait, en rentrant par là, réinterroger les organisations humaines. C'est ça ce qui me semble. Et donc, effectivement, les résultats peuvent être de repenser des modèles économiques par les outils du design, mais en rentrant par l'angle si je reviens un peu à ça, c'est par cet angle-là, en disant comment je produis une perspective, un point d'entrée dans la question qui n'est pas humain. Et en reposant les questions à partir d'un point de vue hybride, je revendique pas le fait de tout connaître au lierre, tout ça, mais je vais aller chercher suffisamment de pas de côté pour pas penser qu'à partir de moi, mais pour penser à partir d'un point de vue avec une autre espèce. Vinciane Després, qui est une philosophe qui a beaucoup travaillé sur les animaux, elle dit se mettre à la place d'eux, ce n'est pas substituer un point de vue à un autre. Hein, je ne retire pas, enfin, je ne me mets pas à la place de l'autre, en fait. En fait, elle dit c'est une cohabitation de points de vue.
ça se fait par addition de points de vue, en fait. Hein. Donc je ne me mets pas à la place du rat si je veux prendre le point de vue du rat. En fait, j'occupe un point dans l'espace ou dans la question, si tu veux, avec le rat, et ensemble, on construit une autre perspective, une autre manière. Voilà. Et elle rajoute aussi, elle dit, le monde n'étant pas tant à expliquer qu'à enrichir. Et donc, c'est ça, si tu veux, l'approche que j'ai, c'est de dire, on va fabriquer un point de vue qui va nous enrichir, en fait, de cette perspective non humaine pour repousser notre manière d'habiter. Et effectivement, viendront après toutes les questions que tu poses, comment on repense les organisations humaines, comment on repense notre manière d'habiter, comment on repense, voilà. Mais à partir d'un point de vue, voilà, hybridé, on va dire. Ça répond à ta question? Oui. Du coup, comment dire, ton approche, c'est plutôt par et comment dire, nous en tant que designers, c'est par notre métier qu'on fait ça. Mais oui, je vois qu'il y a la lutte toujours des pouvoirs. Bah, s'il y a le côté économique qui veut toujours faire les choses, je sais pas, de façon plus efficace, etc., ça va être plus compliqué d'entrer. Du coup, ouais, je vois, mais oui, je comprends. Oui, enfin, c'est pour ça que je disais au départ, ta question pour moi, elle porte plus effectivement sur la question de l'anthropocène lui-même, des enjeux économiques qui y sont liés, ce qu'on appelle effectivement le capitalocène. Il y en a d'autres qui appellent ça le thanatocène, hein, Frézos et Bonneuil dans un ouvrage, qui en fait que cette prédation sur le monde vient aussi d'une industrie de guerre. Euh, en fait, la question, elle est hyper profonde. Michel Serres, dans un livre qui s'appelle La guerre mondiale, dit en fait il dit nous sommes dans la troisième guerre mondiale, qui est pas une guerre entre humains comme les deux premières, qui est une guerre des humains contre le monde. Et en fait, pour lui, il l'a fait naître avec la technique. Depuis que on commence à avoir une forte capacité technique, on agit de plus en plus sur le monde, sauf que la planète Terre et les écosystèmes, ils en avaient vu d'autres avant nous, des mammifères, enfin des espèces. Hein. Et donc elles s'en remettaient, et voire même elles nous mettaient une petite inondation, une petite épidémie, un petit truc, puis ça réglait les humains, et voilà. Sauf que en fait, au fur et à mesure, on est devenu tellement fort avec la technique qu'aujourd'hui, on est en train de gagner la guerre contre le monde. Sauf que le piège de cette guerre-là, c'est ce que dit toujours Michel Serres, il dit le problème de cette guerre, c'est que si on la gagne, on est mort. Si on détruit le monde et qu'on gagne la guerre contre le monde, on scie la planche sur laquelle on est assis et il n'y aura pas d'humanité. Et donc, il faut trouver une nouvelle voie. Voilà. Et là-dessus, je te renvoie vers, pareil, Michel Serres, le contrat naturel, qui est plutôt de viser de la symbiose, voilà. Et il parle notamment de tout ce dont je vous ai parlé. J'ai pas développé ici, mais il dit en fait qu'est-ce qui fait contrat. Alors je me rappelle plus de la définition, mais en fait contrat, ça veut dire dans sa définition, ça veut dire sécuriser un lien. Ok. Et donc dans le contrat naturel, il donne l'exemple des alpinistes qui font une cordée. Hein, vous voyez les alpinistes qui sont attachés par des cordes, qui sont bien sécurisés du coup. La corde fait contrat. C'est ce qu'il dit dans le contrat naturel. Et du coup, il dit, j'ai pas besoin de signer un papier avec la Terre ou avec les non-humains pour faire contrat. Ce qu'il faut faire, c'est des liens. Le lien fait contrat. Et donc, c'est comme ça qu'il propose une alternative, si tu veux, à cette guerre contre le monde, qui est d'aller nouer des nouveaux liens avec les non-humains, avec la biosphère, avec la Terre, pour faire un nouveau contrat et sortir de cette guerre contre le monde. Moi, ma question, elle rejoint un petit peu celle d'avant avec les espèces qui sont rentrées en confrontation ou l'exemple des abeilles, etc. Comment est-ce qu'à Zoépolis, vous anticipez ces modifications d'espace, de niche écologique de chaque espèce après, une fois que vous implémentez un projet, comment anticiper, parce qu'on modifie, qu'on veuille ou non forcément un peu des espaces, des interactions. Enfin, voilà. Comment est-ce que vous procédez pour ça?
faut savoir qu'un designer, il n'est pas expert de tout cas d'usage. Même un designer d'intérieur, il n'est pas expert, je sais pas quoi, des halls d'accueil dans les chambres d'hôtel. Il n'est pas, voilà. Par contre, un designer, et ce que vous apprenez à l'école, c'est ça, c'est de savoir vous rendre expert du cas d'usage que vous allez rencontrer. Et donc, il y a une espèce de phase de montée en expertise. Et pour monter en expertise, comment font tous les designers? Ils discutent avec les ingénieurs. Vous savez très bien que probablement que le design est à la croisée de tout un tas de disciplines, les sciences sociales, la philosophie, les sciences de l'ingénieur, et ainsi de suite. Et donc, en fait, on vient se nourrir de tout un tas d'autres expertises, et dans ce maillage, on compose notre solution, notre design. Et ben en fait, c'est exactement pareil qu'on fait dans Zoepolis. C'est-à-dire, moi, je suis pas un écologue, je suis pas un naturaliste, je n'ai pas l'expertise des chefs de projet de la ville sur les trucs. Par contre, eux sont capables de me la donner. Et donc, on vient à la fois monter en expertise, mais toutes ces phases de co-création et d'idéation se font avec des naturalistes, se font avec des écologues, et cette capacité à anticiper, c'est pas moi qui l'a fait. Par contre, je travaille à partir de leur expertise à eux. C'est exactement. Et c'est ça, si vous voulez, cet élargissement de la discipline au non-humain, c'est l'élargissement de la discipline à d'autres experts. Alors bonjour, déjà merci beaucoup pour la conférence. Est-ce que c'était possible de redéfinir un peu aussi le terme de coalition inconfortable, vu que je n'avais pas bien compris? Ouais. C'est que du coup, ces alliances avec les non-humains, avec les autres êtres vivants, dans la manière de composer un design, elles seront par essence inconfortables. C'est pas pour rien qu'on s'est détaché de la nature, parce que il y a des moustiques, on essaie de planter là, ça veut pas pousser, on plante là, ça pousse trop. Le vivant est jamais, enfin, et rarement répond aussi bien que nos ordinateurs, comme on clique et puis ça s'ouvre et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que, et nous on le voit dans les premiers travaux qu'on a en fait, il y a plein il y a plein d'impensés, il y a plein d'inattendus en fait dans cette collaboration avec les autres êtres vivants. Et en fait, c'est ça que j'appelle inconfortable. C'est que dans les coalitions qu'on va devoir trouver, pour reprendre Natsing, c'est-à-dire la survie collective nécessitera des coordinations interspécifiques, sauf qu'il ne faut pas être naïf, les coordinations interspécifiques vont être inconfortables. Mais c'est en acceptant un certain inconfort que l'on pourra reproduire de l'habitabilité, enfin l'habitabilité du monde de demain. Si tu veux, c'est ça. Et donc, cette histoire de coalition inconfortable, pour moi, c'est une manière de dire voilà, qu'il ne faut pas être naïf. On va repositionner les sociétés humaines dans leur interaction avec les non-humains. C'est sûr qu'on sera beaucoup moins que beaucoup moins bien, enfin beaucoup, peut-être un peu moins bien, je sais pas, peut-être un peu moins bien que le technococon qu'on s'est construit jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Oui. Alors, une question sur le chat. Petite question. Auprès de quel type de profil vous entourez-vous? Bien que les sciences se cloisonnent de plus en plus, se décloisonnent pardon, de plus en plus, le design ne peut bien évidemment bien et fort heureusement pas tout savoir, j'imagine. Quelles autres disciplines vous semblent essentielles dans ces réflexions? Avec quel type de profil s'accompagner? Ok. Alors, dans le collectif, je vais vous donner plusieurs exemples. Si je reprends, ce que vous avez vu là sur l'arbre à lierre et et le design des organisations centrées l'arbre, on a travaillé avec une association à Lyon ce sont des naturalistes spécialistes de la biodiversité en ville, qui s'appelle Des espèces par million. On avait les chefs de projet de la ville et on avait aussi les usagers finaux. Donc c'était plutôt des bénévoles de l'association des espèces par million, mais donc des citoyens lyonnais lambda, on va dire, avec une affinité quand même pour la biodiversité. Donc voilà les expertises qu'on a eues.
Euh, on a remporté un appel à projet de l'ICSI, qui est un centre de recherche CNRS sur les sciences de la complexité à Lyon. Et on a répondu, par exemple, avec une biologiste, donc autre CNRS à Saint-Étienne. Ça s'appelle le Lab MV, c'est Florence Nicolet. Et on a répondu sur comment, par les outils du design et aussi l'art, hein, pour travailler un peu les questions du sensible, on peut aller chercher de nouvelles pistes pour comprendre l'altérité plante. Savoir qu'une plante, elle, euh, elle voit, elle entend même avec ses racines, enfin, en tout cas le poids pour les expériences qu'il y a eu. Si vous la changez de place dans une pièce, elle sait que vous l'avez changé de place et elle sait à peu près où dans la pièce. Voilà, donc on a quelque chose de non humain qui a au moins autant de sens que nous, si ce n'est a priori plus. Je vais pas rentrer dans les détails. Euh, mais faut pas tomber dans l'anthropomorphisme, hein, faut pas projeter notre monde et nos sens sur elle. Donc on a affaire à quelque chose de très complexe. Et donc là, on vient chercher voilà, on va travailler avec une chercheuse qui est spécialiste de la lavande et du monde olfactif de la lavande dans son interaction avec les insectes. Et on va faire ce qu'on appelle communément un design sprint, c'est-à-dire 3 jours de workshop qu'avec des experts, philosophes, enfin que des chercheurs, philosophes, anthropologues, et puis des sciences naturalistes, écologie et biologie, pour repenser le monde des plantes. Et les méthodologies, ça va être des méthodologies de design pour derrière produire des choses. Dans le collectif, on a une biologiste qui est d'ailleurs enseignante à l'école d'archi ici de Grenoble, qui s'appelle Daria Dubravskik. Vous mettez Wild Innovation Agency. Elle travaille beaucoup en biomimétique, mais elle a travaillé sur la coopération chez les micro-organismes. Et c'est elle qui nous a aidé, par exemple, à faire la fiche Umwelt que vous voyez là, monde sensoriel. On l'a fait avec Daria. Hein, donc, vous voyez bien, on va chercher des expertises et des compétences pour ensuite composer. Voilà. Récemment aussi, il y a des chercheurs de l'IRD. Donc l'IRD, c'est un centre de recherche CNRS, mais sur l'international. CNRS est national et là, ils travaillent sur l'international. Ils travaillent sur un concept de coviabilité socio-écologique. Comment je pense effectivement des mondes de demain, des organisations et tout ça, mais de manière coviable, socio-écologiquement, pour humain et non humain. Et donc, vous comprenez bien que quand ils nous ont rencontrés, ils étaient ravis. Ils avaient, voilà. Et donc là, on a un chercheur qui est en anthropologie du droit, avec son doctorant, qui ont intégré le collectif. Je vais contribuer à un ouvrage sur la coviabilité. Et puis, il commence à s'investir dans le collectif. On a répondu à un appel à projet de recherche de la FRB, Fondation pour la recherche et la biodiversité ensemble. Voilà. Et donc, on travaille comme ça avec des expertises. Et bien sûr, voilà, dans le collectif, comme je vous ai dit, avec l'histoire de l'imaginaire, aujourd'hui, on a dépassé les 70 personnes. Et l'idée, c'est bien sûr que tout le monde monte en expertise petit à petit. Hein, ça prend du temps. C'est quand même, c'est déjà pas facile de dessiner pour des humains. Alors, je vous dis pas pour les non-humains, ça demande quand même beaucoup plus de choses et tout un tas de connaissances, de concepts et tout ça à maîtriser qui prend un peu de temps. Est-ce que ça répond, enfin, j'espère que ça répond à la question. Donc, voilà comment on s'entoure en tout cas. Alors là, on a 2 stratégies qui est, on répond à des appels à projets, quitte à désobéir, parce que les appels à projets sont souvent orientés humains. Et donc, nous, on répond en désanthropocentrant, enfin, en désorientant. Je vous dis pas qu'on a beaucoup de succès, hein, c'est pas vrai. Mais en tout cas, on désobéit et voilà, on essaye. Donc, on répond à des appels à projets, des appels à projets biodiversité aussi, qui est par exemple le cas de l'arbre à lierre et du design des organisations pour les larves. C'est une réponse à un appel à projet de la ville de Lyon. Et après, on pousse des projets en interne. Donc là, c'est par exemple l'atelier de design fiction dont je vous parlais. C'est un projet interne. Et on cherche des financements autour. On est en train de se rapprocher de fondations, voilà, ou autre type d'organisme qui pourrait financer.
Voilà, l'appel à projet de l'ICSI, je vous ai dit, bah, c'est une réponse à un centre de recherche, enfin, un projet de centre de recherche CNRS. Donc, on a voilà, le double truc, répondre et pour financer l'activité un peu et ce travail exploratoire et quand même pousser nos propres sujets et essayer d'aller voilà, essayer d'aller les financer par nous-mêmes. Donc, enfin, le collectif a 2 ans, hein, c'est encore jeune, et par contre, il subit voilà, une phase exponentielle en ce moment, autant en termes d'interlocuteurs extérieurs que de personnes qui rejoignent le collectif. Et donc, voilà, on, on grandit et on explore au mieux toutes ces questions. À propos des diagrammes perspectives visuelles Umwelt, ces diagrammes apparaissent à la fois comme des outils de conception et de recherche, donc plutôt pour un processus de diagnostic sensible et d'idéation, ont-ils aussi pour vocation d'être des outils de communication pour de la vulgarisation auprès de non-experts, grand public? Merci. Alors, Maxime oui, Favard. oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous avais dit que les problématiques, les 2 dernières problématiques étaient transversales, la question de la médiation, design comme outil de traduction et de médiation, et la question des imaginaires, parce qu'ils sont structurants. Et donc, si je reprends, donc ça c'est des travaux que j'ai fait avec des DSA à Villefontaine, et donc vous imaginez que j'avais une quinzaine, vingtaine d'étudiants qui m'ont tous fait un graphisme d'Umwelt, enfin de monde sensoriel d'une espèce qu'ils avaient choisi, ou aussi le sujet était plus ouvert. Je pense à Capucine ici, qui a par exemple fait un graphisme des relations entre les humains et c'était des chevreuils, c'est ça, hein, chevreuils dans les Alpes. Et là où elle a cherché à cartographier l'endroit là où ils étaient en proximité des humains, l'endroit là où ils trouvaient des refuges, l'endroit là où il y avait des jeunes, moins de jeunes, les systèmes de rapprochement entre humains et non humains. Et donc voilà. Et donc cartographier les Umwelt, cartographier les comportements, cartographier. Et donc, vous voyez bien que ce type de graphisme peut tout à fait avoir effectivement la prétention d'être un outil de communication au grand public. Une manière aussi de travailler les imaginaires du grand public. On retrouve le dernier axe de recherche. Tout autant, effectivement, qu'un outil méthodologique pour entrer en idéation ensuite. Vraiment, voilà, ce type de production peut avoir de multiples usages. Les outils que vous produisez, est-ce que ces templates-là, vous pensez qu'on peut les réapproprier facilement et les utiliser, les diffuser sans que ce soit... Enfin, il me semble que pour travailler ces sujets-là et vu l'urgence face à laquelle on se trouve, il y a vraiment une nécessité à développer des outils, qui que nous soyons et où que nous soyons, qui soient facilement réappropriables par des gens qui sont des non-spécialistes. Tout à fait. Tout à fait. Alors justement, enfin la méthode Umweltcivitas, comme je disais, je fais la première formation à des designers professionnels demain à Lyon. Voilà, 15 professionnels qui vont se former à cette méthode. Donc, elle est tout à fait imaginée comme ça. Tous les outils, enfin, petit à petit, on a créé le collectif, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le collectif est informel, il n'a pas de structure juridique. Par contre, on a créé une association qui va porter ce type de formation. Donc comme la méthode écosystème centré qui a besoin encore d'être affinée, hein. Elle n'est pas encore parfaite, elle est déjà bien dégrossie, mais elle n'est pas encore voilà, il y a besoin encore de faire des modifications. Pour autant, celui-là a fait ses preuves, et donc oui, on va faire des formations pour former le grand public. Et moi, en fait, si j'ai créé le collectif il y a 2 ans, c'était pour qu'il y ait une appropriation le plus rapide. Je donne tout, hein, je ne demande pas de rémunération à personne dans le collectif. Je fais beaucoup de conférences de vulgarisation pour que les designers se saisissent de ça, exprès pour diffuser, pour donner, donc en fait, je dirais. Si vous êtes très pressé, il faut intégrer le collectif et avancer avec nous, et comme ça, vous vous équipez de concepts et voilà. Sinon, voilà, on a déjà une première méthode là qui est rodée. Il y en a une deuxième qui est en train d'arriver. On est, voilà, j'ai plein d'idées de sujets, de méthodos à travailler, dans lequel il faut faire effectivement des outils pour qu'en quelques
en quelques heures. Voire... La formation que je fais là sur une nouvelle cyclétos, en gros, il y a quand même 2 heures de théorie pour bien maîtriser quand même certains concepts. C'est quoi un nouvelle? Qu'est-ce que voilà, les cycles? En fait, il y a différents cycles, infradien, ultradien, circadien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça engendre? Voilà. Donc voilà, 2 heures quand même, voilà, un peu de cours magistral, et après on passe en pratique sur la fin de la journée. Donc en une journée, on est à peu près formé, voilà. Donc oui, c'est prévu, et justement on avance dans ce sens-là en disant c'est des outils qu'il faudra. Pour le fonctionnement, ça sera, du coup, ça va être porté par une association, et en fait l'idée c'est pas d'être dans le format fresque du climat. Là où à chaque fois que je fais ma fresque, il faut que je reverse machin, c'est je paye une adhésion en début d'année pour avoir accès aux outils. Et du coup, chaque année, j'ai des outils qui sont améliorés, modifiés, donc j'ai une update éventuellement si les outils ont été améliorés. Donc formation, et après on paye une adhésion et on peut s'en servir autant qu'on veut. On peut avoir une activité commerciale autour. On peut voilà. On nous a demandé ces outils au CNRS de. Bah oui, mais ça c'est les ateliers du CNRS de La Rochelle. Et du coup, c'était voilà une université dans laquelle on est intervenu. Les chercheurs ont voulu ensuite le faire faire aux étudiants. Donc là, on n'avait pas encore eu de formation. Donc on leur a donné les outils, puis c'était un peu débrouillez-vous. Voilà, maintenant on prévoit quand même une formation parce que on se rend compte que voilà, c'est pas intuitif. Enfin, je l'aurais dit, hein. Pour les humains, c'est déjà difficile. Alors les non-humains, on a une complexité supérieure, et effectivement, si on n'a pas des outils, des canevas, des choses sur lesquelles on peut se reprocher, la méthode rassure. On en parlait tout à l'heure. Les méthodes, ça rassure aussi. Une méthode, c'est aussi fait pour désobéir. C'est-à-dire, une fois que vous l'êtes bien appropriée, que vous la maîtrisez, vous pouvez aussi profiter pour inventer vos propres choses. Et voilà, c'est ce qu'on espère, en tout cas, ce qu'on attend dans le collectif. On n'est pas encore à cette phase-là, en tout cas. Alors, oui, non, mais c'est une très bonne question. Pendant 15 ans, mes potes les plus proches me disaient, mais tu vas faire du design pour des vers de terre et des araignées, mais quand tu as gagné ta vie et pourquoi et ça sert à quoi? J'ai dépassé les 50% de chiffre d'affaires depuis 2 ans, et à peu près depuis 1 an et demi, je suis à 90% de mon chiffre d'affaires. Donc oui, j'arrive à en vivre. Et les premiers membres du collectif qui commencent à avoir des activités économiques aujourd'hui avec ça commencent depuis l'an dernier, à peu près depuis 6 mois. Voilà, je suis pas le seul à pouvoir avoir une activité grâce à ça. Eux, ça fait pas encore 80-90%. Moi, oui. Après, c'est beaucoup des cours aussi, hein. Je donne des cours partout en France, école d'ingénieur, école de design, école de management aussi, là-dessus. Et que en enseignement supérieur, donc Master 1, Master 2. C'est vraiment, voilà. En haut qu'on me demande sur ces sujets-là. Donc oui, voilà. Oui, et c'est possible aussi que les autres voilà, y arrivent. On en a la preuve. Ça y est. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on remercie bien la fin Nicolas et merci à tous pour votre venue.